Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être consacrée cette fois-ci à une technologie AMD qui est le Precision Boost dans sa version 2 qui suit du coup la version qui avait été introduite sur les précédentes générations d'AMD Ryzen. Donc on va vérifier ensemble quels sont les points où cette technologie s'active, du coup sur la page montrée ici à l'écran. Et aussi je vais vous montrer du coup quelques tests et quelques remarques que j'ai fait en testant du coup avec et sans. Et pour voir du coup les différences qu'on a entre son activation ou non sur un flux de travail orienté compilation bien sûr. Euh, qui vient de Gentoo, évidemment. Donc sans plus tarder, on va faire le tour effectivement des technologies qu'apporte, des fonctionnalités qu'apporte le Precision Boost 2. Donc pour rappel, c'est une technologie créée par AMD et disponible uniquement sur les processeurs Ryzen et Threadripper à partir de la série 2000. En sachant que du coup le premier était sur que les Ryzen et Threadripper série 1000. Je crois qu'il n'y avait même pas les Threadripper sur la première série. En sachant que ce paramètre est la plupart du temps activé par défaut sur les cartes mères, peu importe les marques en tout cas. Moi j'ai toujours été sur du MSI et ça a toujours été le cas. Que ça soit sur mon Ryzen 2700 ou sur mon 5950X que j'ai actuellement. Donc c'est une technologie un petit peu particulière, on peut dire que c'est une sorte d'overclock maîtrisé entre guillemets, parce qu'en fait du coup il va agir à la fois sur la fréquence et le voltage, hein. Euh, mais il dépend également de plusieurs facteurs qu'on va découvrir ensemble. Donc il précise bien sur leur site qu'il faut vérifier que la pâte thermique est adéquate, que le refroidissement est correct, est efficacement monté, qu'il y ait un bon flux d'air, enfin vraiment la base quoi, que votre PC ne risque pas de surchauffer inutilement. Il parle aussi d'avoir la dernière version de Windows 10, alors oui et non, parce que du coup ça marche aussi sur Linux, hein, bien sûr. Le dernier logiciel du chipset AMD aussi, bon on peut s'en passer, c'est toujours les petites promos pour installer leur logiciel. Et aussi le dernier BIOS, si effectivement la fonctionnalité n'est pas présente, vous avez peut-être une mise à jour du BIOS sur votre carte mère qui permet d'activer cette fonctionnalité là. À savoir que moi, sur la série que j'avais avant, le 2700, je m'étais pas du tout intéressé, je savais même pas que ça existait parce qu'il n'y avait pas forcément une communication flagrante qu'on a aujourd'hui à l'époque par rapport à ça. Et du coup, je m'étais jamais trop intéressé à cela. Mais là, j'ai vu beaucoup d'articles ou de reviews faire objet de ça, enfin montrer souvent dans les benchmarks sur Cinebench, tout ça, qu'ils activent telle ou telle option de Precision Boost, parce qu'effectivement, il y a une sorte d'activation globale, que du coup, ce que j'ai fait. Et il y a aussi un mode avancé où on peut vraiment gérer chaque paramètre du truc, mais c'est pas mon objectif, en tout cas, j'ai pas autant de connaissances en augmentation et overclock CPU pour m'y plonger là-dedans. Mais effectivement, en soi, sur le papier, ça a l'air d'être une technologie assez intéressante parce que comme c'est écrit ci-dessous, Precision Boost dépend de plusieurs facteurs, ils disent sens illimité, donc il y a plusieurs autres points qui entrent en compte. On a notamment bien sûr la température du CPU, le type de charge de travail, c'est-à-dire si la charge va être longue ou courte, le nombre de cœurs actifs, donc par rapport au processus qu'on a engagé en tâche, la consommation en watts du processeur, le courant consommé, enfin ça c'est logique, la configuration micro-logiciel et logiciel approprié, donc ça aussi c'est logique, les optimisations du système d'exploitation, oui bon, ok, et les limites de boost maximal, donc ça dépend bien sûr du produit, en l'occurrence moi c'est 4,6 je crois sur le 5950X, euh, avec une fréquence de 3,4 par défaut bien sûr. À savoir que du coup, si un de ces paramètres est en défaut, la fonctionnalité s'arrête et se régule. C'est-à-dire que si votre température de processeur dépasse les 95 ou les 100 degrés, il me semble que c'est 100 la température critique, ça va se limiter. Pareil, il détecte que la charge de travail est trop longue, si la consommation en watts est au maximum, du coup, a atteint le TDP max, si le voltage ne peut pas aller plus haut. Donc il y a une gestion automatique qui est assez intéressante.
et ils nous disent qu'il peut ajuster les fréquences jusqu'à 1000 fois par seconde en checkant du coup ces facteurs-là. À savoir que moi je me suis posé la question quand j'ai vu ça sur le papier, je me suis dit est-ce qu'il considère la compilation comme une tâche lourde, parce que pour moi ça l'est, hein, ça fait tourner, ça compile du code parfois de façon intensive assez longtemps. Donc pour moi c'est une assez grosse charge de travail. Mais en fait du coup ce que j'avais remarqué en tout cas sur mon matériel, c'est que bah, du coup j'ai changé le refroidissement. Je suis passé sur un Be Quiet Dark Rock Pro 4 pour pouvoir être optimal là-dessus. Et en fait, j'avais toujours cette option d'activer que j'ai découvert du coup il y a que quelques jours. Parce que j'avais pas regardé ça au moment de l'achat. Et j'ai vu en recherchant un peu qu'il y avait effectivement cette option de PBO qu'on peut raccourcir pour cette fonctionnalité, qui peut effectivement faire beaucoup monter la température pour au final pas grand chose. Et j'ai vu beaucoup de gens, notamment sur Reddit, sur le subreddit AMD, s'en plaindre. Du coup, j'ai voulu vérifier ça par moi-même et j'ai fait du coup des tests de compilation et aussi des tests avec la suite Phoronix qu'on va voir juste après. À savoir que du coup, ce qui m'avait fait regarder le sujet, c'était que je compilais toujours et même en ayant changé le refroidissement, j'atteignais toujours des températures autour des 90 degrés. Donc j'avais vu que sur Reddit, ça dérangeait pas trop pour un processeur aussi gros, surtout si on fait des grosses charges de travail comme la compilation. C'était une température tout à fait normale. Mais je me disais, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et du coup, effectivement, comme je l'ai dit, j'ai découvert ce truc de PBO et j'ai commencé à jouer avec les settings en le désactivant et en le réactivant pour pouvoir voir si ça changeait au final les temps de compilation, la rapidité du système. Et la conclusion un petit peu hâtive que je peux faire, c'est que ça ne change rien du tout pour au final beaucoup de pertes, entre guillemets. Parce que pour l'instant, j'ai testé, bah, du coup, comme j'ai dit, la suite de tests et compilation du noyau et de GCC pour avoir un petit peu une idée. Donc ça pourra évoluer par la suite, mais je pense pas retester cette option. Je pense que mon avis est fixe là-dessus. Mais effectivement, comme ils disent, hein, les charges de travail multicœur et plus lourdes seront susceptibles de se limiter et ou de recevoir un boost moindre. Et du coup, c'est effectivement ma conclusion. Parce que du coup, même en compilant, comme j'ai dit, ça montait toujours à 90 degrés, mais étonnamment, quand je désactive cette option, on ne perd pas en temps de compilation, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes valeurs, à peu près GCC pour 18 minutes, et le noyau en 5 minutes 30, quelque chose comme ça. Sauf qu'il y a quand même 20 degrés de différence à peu près. C'est-à-dire que pour le même temps et la même charge de travail, le processeur avec PBO monte à 90 degrés et sans PBO monte à 70 pour des performances similaires, voire supérieures. Donc effectivement ça peut servir pour des cas d'usage particuliers, peut-être en jeu ou je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi ce que je fais c'est totalement pas rentable du tout. Parce que les 20 degrés je préfère qu'ils soient en moins qu'en plus pour des performances similaires. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, vous avez deux rapports du coup que j'ai extraits en PDF bien sûr sur la suite de test Phoronix. Donc on a à gauche la version sans PBO, comme c'est noté dans le titre, et la version à droite avec PBO, en sachant que dans les deux cas, on a le même noyau, du coup le 5.17.5 de chez TKG, avec le scheduler PDS bien sûr. Qui est mon must-have du moment, vous l'avez compris, au fur et à mesure des vidéos précédentes, la même configuration en RAM, la même configuration en écran, tout ça, il n'y a vraiment rien qui change. J'ai juste redémarré l'ordinateur, activé l'option et relancé le test. Donc on peut voir que globalement, bien sûr, les performances sont en moyenne un peu supérieures à gauche qu'à droite, sauf pour certains tests, notamment le dernier, je crois, oui c'est ça. Non, c'est l'avant-dernier, effectivement, c'est le Futex qui est plus élevé. Et le Shed Pipe. Le même CPI aussi, CPY. Mais ça, j'ai pas trop compris en quoi ça a à voir avec le CPU, parce que du coup, c'est plus la mémoire. Et par contre, on voit que le Futex H est plus bas sur le PBO, et le premier aussi, le Appleweight. Et le dernier aussi, le Syscall. Donc en général, on est plus ou moins sur des gains d'un côté, des
des pertes de l'autre sur ce bench là. Mais à savoir que j'ai remarqué que cette suite est peut-être pas optimale pour ce que je veux mesurer. C'est-à-dire que bah, du coup effectivement il y a de la RAM qui rentre en compte, c'est peut-être pas orienté que CPU. Et c'est peut-être pas ça qui joue pour le coup. Mais effectivement j'avais lancé avec elle parce que c'est celle que je connais et qui est assez courte en exécution au final. Donc effectivement on peut voir qu'avec le PBO, bah, pour le premier on a 200 de moins à peu près. C'est un peu notable. Sur le deuxième aussi. Euh, sur le même CPY, on a du plus aussi dans les deux cas, sur les deux versions. Et le ShadePipe, on a du plus aussi sur le PBO. Et au niveau du dernier, on a du plus aussi sur le PBO et on a du moins sur le Syscall. Donc à savoir que ce test, comme j'ai dit, ça vaut ce que ça vaut, à prendre avec des pincettes bien sûr. Mais comme j'ai dit, j'ai mesuré surtout les temps de compilation que je n'ai pas à l'écran. Par rapport au temps que je connais avec Genlop, on peut les sortir. Donc GCC c'est ça, c'est 18 minutes et avec ou sans PBO ça ne change environ que 30 secondes en faveur de 100 PBO. C'est-à-dire qu'en enlevant le PBO on gagne 30 secondes d'exécution de la compilation pour GCC et 30 secondes aussi par exemple pour compiler le noyau TKG, donc on est sur les mêmes échelles de valeurs. Comme j'ai dit en conclusion, hein, je ne sais pas trop quel est l'objet de cette technologie, même si effectivement ça paraît bien sur le papier, mais je pense que c'est vraiment pour des usages légers, c'est-à-dire on fait un petit peu de traitement photo peut-être qui est pas énergivore en CPU, ou du jeu peut-être si c'est pas trop CPU bound. Ça peut peut-être servir effectivement cette fonctionnalité là, mais j'ai plus l'impression que c'est là pour dire voilà, on a mis cette technologie là en place, ça apporte des perfs en plus dans tous les cas, c'est un peu plus compliqué que ça quoi. C'est un peu plus marketing j'ai l'impression, parce que c'est là depuis bah, du coup les Ryzen 2000, on en entend vraiment parler que depuis les 5000, j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai écouté. J'étais peut-être sourd à ce moment là. Mais effectivement, ça se peut que sur votre config, ça fonctionne totalement différemment et que vous ayez des énormes gains. En tout cas, moi, sur mon processeur, c'est pas le cas et j'ai fait le choix de désactiver simplement et purement cette option dans mon BIOS pour ne pas l'avoir et monter en température de façon accrue pour pas grand chose au final. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo qui n'a pas trop d'intérêt mais qui est quand même sympathique à parler vous aura plu et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo.